Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors la semaine dernière, j'ai posté une vidéo sur YouTube et j'ai reçu une question dans laquelle on me demandait, donc, peux-tu parler de la stérilité chez l'homme, comment reconnaître un homme stérile avant le mariage, ainsi que les différents types de sperme. Donc la question reçue, c'est à propos de la stérilité, si on peut reconnaître un stérile avant le mariage et les différents types de sperme. Du coup, je me suis dit que on allait répondre à cette question dans cette vidéo et on allait aborder le sujet du sperme, car finalement, l'éjaculation précoce, quand on éjacule, vous savez très bien qu'on éjacule du sperme, donc j'ai jugé utile de parler du sperme. Alors peut-être certains vont se demander, mais quelle idée saugrenue de parler de sperme, c'est contraire à la bienséance, etc. Eh bien moi je répondrai que Allah subhanahu wa ta'ala parle du sperme dans le Coran à 6 endroits différents, donc 6 ayats différents. J'en cite qu'un seul ici, la sourate 75, verset 37. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'a-t-il pas été créé d'une goutte éjaculée? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna, n'a-t-il pas été créé d'une goutte de sperme éjaculée? Donc on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle du sperme dans le Coran. Du coup, on peut parler du sperme, mais toujours en respectant la pudeur et le respect. C'est pour cela que je fais cette vidéo à propos du sperme. Donc déjà, je vais répondre à la question qui a été posée. Non, c'est impossible à reconnaître. Est-ce qu'on peut reconnaître un homme stérile avant le mariage comme ça, à première vue? Si c'est un homme normal, on ne connaît aucun de ses antécédents, il a l'air d'être en bonne santé, on ne peut pas savoir si cet homme sera stérile. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? Il faut faire des tests médicaux. La seule façon de savoir si un homme est stérile ou pas, ce sont les tests médicaux, notamment ce qu'on appelle le spermogramme. Alors il y a d'autres, il y a les tests hormonaux, il y a l'échographie des parties génitales et il y a les tests génétiques. D'accord? Donc le spermogramme, j'ai cité cela parce que je connais très bien. Il faut savoir que avec mon épouse, lorsque on a décidé d'avoir un enfant, eh bien ça venait pas. Et puis lorsqu'on est parti chez le gynécologue, il m'a prescrit justement un spermogramme. Le spermogramme, c'est quoi? C'est le laboratoire va recueillir le sperme et va utiliser ce sperme pour voir s'il n'y a pas de problème avec du côté de l'homme en fait. Alors, faut savoir que ce spermogramme-là, vraiment, je vous le souhaite pas, mes frères, parce que c'est assez désagréable. Alors, pourquoi c'est désagréable? Parce qu'en fait, il s'agit d'éjaculer là-bas au laboratoire et d'éjaculer dans un petit pot que les personnes vont recueillir après et ils vont analyser. Alors pourquoi c'est désagréable? Parce que déjà on va se présenter là-bas dans un laboratoire et puis en général au comptoir d'accueil c'est une femme et elle vous dit vraiment elle-même elle est gênée, bon allez-y monsieur Attel, vous descendez dans telle salle et voilà. Alors pour les autres hommes bien entendu il s'agit de se masturber. Moi, j'ai demandé à ce que ma femme vienne avec moi, bien entendu, et on a fait ce qu'on avait à faire, mais vraiment dans un cadre pas du tout agréable. Et puis, il faut sortir, on va dire, du labo et aller chez soi pendant ce laps de temps-là. Si vous voulez, on est en état de grandes impuretés vu qu'on a éjaculé. Et c'est pas agréable comme ça, on se sent pas bien de sortir en dehors de chez soi ou dans la rue ou rentrer chez soi en étant en état d'impureté. Donc vraiment c'est par nécessité que je l'ai fait et si vous avez l'occasion de le faire et que c'est obligatoire, allez faire, mais s'il n'y a aucune nécessité, ne faites pas parce que c'est pas vraiment agréable. Donc toujours est-il que donc j'ai fait ce spermogramme là et il s'avérait qu'il y avait des anomalies avec mes spermatozoïdes et mais finalement sans aucun traitement, sans rien, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelques temps après, mon épouse est tombée enceinte
Et alhamdulillah, j'ai 2 enfants en bonne santé. Donc, c'est pas absolument obligatoire que s'il y a une anomalie dans le sperme que vous n'allez pas être papa. Tout dépend de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, bien entendu. Alors donc, ton spermogramme, là, on va étudier la quantité des spermatozoïdes, s'il y en a ou pas. S'il n'y en a pas, ce qu'on appelle l'azospermie. On va étudier la mobilité de ces spermatozoïdes. Est-ce qu'ils se déplacent bien ou est-ce qu'ils sont statiques? Ça s'appelle l'asténospermie. On va étudier la morphologie de ces spermatozoïdes. Ça s'appelle la tétrospermie. On va étudier la vitalité de ces spermatozoïdes. Est-ce qu'ils sont vivants ou bien ils sont morts? Ça s'appelle la nécrospermie. D'accord? Donc, après avoir étudié tout ça, on peut déterminer est-ce que quelqu'un sera stérile ou pas. Mais ça relève du domaine médical. Moi, je ne peux pas vous dire. Tout ça, ça dépend des tests médicaux. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mariez d'abord, puis vous essayez d'avoir un enfant. Allah vous aide, bien entendu, Inch'Allah ta'ala. Si ça vient pas, à ce moment-là, il faut la consultation médicale chez un gynécologue, chez l'urologue, chez le médecin traitant, et ils vont vous prescrire des tests, etc., etc. Et puis vous laissez guider. Bien entendu, vous faites les doigts, les causes qui vont avec. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc voilà ma réponse à la question. Il est impossible de reconnaître un homme stérile avant le mariage. Donc continuons maintenant sur le sperme. On va essayer de comprendre un peu mieux le sperme pour avoir une vision globale, pour augmenter un petit peu nos connaissances. Donc déjà, le sperme. Le sperme, c'est un mélange de composants. Alors, il y a une erreur courante, fréquente chez les hommes, c'est que ils pensent que le sperme est prêt à l'emploi dans les testicules. C'est-à-dire que le sperme que vous voyez en dehors de votre pénis, quand vous avez éjaculé, c'est exactement ça qu'il y a dans les testicules. En fait, ce n'est pas ça. Le sperme n'est pas prêt à l'emploi. Je vous explique. Quand votre excitation monte et que l'excitation va passer le point de non-retour, dès que ça passe le point de non-retour, l'éjaculation est déclenchée. Donc ça déclenche l'éjaculation. Et lorsque l'éjaculation est déclenchée, cette éjaculation va passer par 2 phases. Une, c'est ce qu'on appelle la phase d'émission, et 2, c'est ce qu'on appelle la phase d'expulsion. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez aisément comprendre, alors surtout les hommes mariés, bien entendu, que lorsque vous êtes dans vos rapports ou dans des jeux érotiques avec votre femme, et que vous lui dites « je vais finir », ça arrive, je sens, c'est terminé, ça veut dire que l'excitation a passé le point de non-retour et vous savez que ça va arriver. Entre cette sensation de ça va arriver et l'expulsion, le fait que le sperme soit parti dehors, il y a un petit laps de temps. Ce petit laps de temps, c'est l'émission. C'est l'émission. Donc quand vous dites à votre épouse, je vais finir, c'est que l'éjaculation est déclenchée. Elle passe par la phase d'émission et après vous avez la phase d'expulsion où le sperme sort par dehors. Donc le sperme, l'éjaculation est déclenchée, donc une phase d'émission, deuxième phase d'expulsion. Alors la phase d'émission c'est quoi? En fait quand l'éjaculation est déclenchée et qu'elle est dans la phase d'émission, les spermatozoïdes vont quitter les testicules, ils vont se rendre dans la prostate, on a les vésicules séminales qui vont sécréter le liquide séminal qui va se rendre dans la prostate et la prostate contient du liquide prostatique. Ces 3 composantes, spermatozoïdes, liquide séminal et liquide prostatique, se mélangent à l'entrée de la prostate si vous voulez, où c'est qu'il y a l'urètre et c'est là que se forme le sperme. C'est là à ce moment-là que tout le sperme se forme. Ok? Et quand ce sperme s'accumule à cet endroit-là de l'urètre, on a à ce moment-là la phase d'expulsion, le sperme est expulsé, donc il y a une contraction des muscles, contraction du périnée, contraction de la prostate, et c'est là que le sperme est expulsé par giclée. Donc vous avez compris que le sperme n'est pas prêt à l'emploi, mais c'est quand il y a la phase d'émission que le sperme est mélangé, et dans la phase d'expulsion, le sperme est expulsé. Alors description de ce sperme, le sperme c'est un fluide. Il est opalescent,
c'est-à-dire qu'il y a un aspect légèrement nacré. Il est visqueux. Alors visqueux, c'est-à-dire que c'est collant et que ça s'écoule assez difficilement. Épais, collant et ça s'écoule assez difficilement. Donc l'aspect visqueux. La couleur blanc, légèrement jaune, légèrement gris, ça dépend des gens, ça dépend des jours, ça dépend des moments. D'accord? Donc ça tire sur le blanc, un petit peu légèrement jaune, légèrement gris. Il est composé, donc on a vu, de spermatozoïdes, d'accord, qui sont là pour aller féconder un ovule, donc un spermatozoïde qui féconde une ovule, quoi. Les spermatozoïdes sont en suspension dans le plasma séminal, donc composé du liquide séminal et du liquide prostatique. Le pH de ce sperme, c'est légèrement alcalin, c'est pas acide. Pourquoi c'est pas acide? Parce que toute acidité va nuire aux spermatozoïdes. D'ailleurs, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre corps le liquide pré-éjaculatoire. Lorsqu'on commence à exciter, vous savez, il y a le liquide un petit peu collant, transparent qui s'écoule. Ça, c'est pour favoriser la lubrification, pour faciliter la pénétration, mais c'est aussi pour neutraliser l'acidité de l'urètre, parce qu'il y a l'urine qui est acide. Ça, s'il n'y avait pas ce système-là, ça aurait nui à la qualité des spermatozoïdes et les spermatozoïdes n'auraient pas pu aller féconder l'ovule. Donc, quand le spermatozoïde est dans un milieu non acide, un milieu alcalin, bah, ça favorise, on va dire, sa bonne qualité. Donc, c'est pour cela que le sperme est légèrement alcalin et non pas acide. Maintenant, la quantité de sperme qu'on va éjaculer. Alors, en général, un homme, va éjaculer entre 2,5 à 5 millilitres de sperme à chaque fois. Donc, ça correspond à peu près à une cuillère à café jusqu'à peu près une cuillère à dessert. 2,5 à 5 millilitres de... Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont peut-être complexés par la quantité de leur éjaculation parce que ils sont impactés par la pornographie. Je vous rappelle que la pornographie impacte toute notre société. Et j'étais en train de lire un livre récemment. En fait, on appelle cette génération, notre génération ou la génération suivante, la génération qui a grandi avec la culture porno. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas, la pornographie nous atteint directement ou indirectement. Donc dans les films porno, apparemment, les acteurs éjaculent avec des gros volumes d'éjaculation. Donc quand un homme il voit ça, il se dit, ben moi, pourquoi j'éjacule pas autant? S'il arrive à éjaculer en dehors du vagin de sa femme, il se dit, pourquoi j'éjacule pas autant? Donc ils sont complexés. Eh bien, il faut savoir que tout ce qui est dans les films porno, c'est totalement faux et notamment les volumes phénoménaux d'éjaculation, c'est faux. Alors, une technique qu'ils font, c'est qu'ils prennent du Gaviscon. Le Gaviscon, c'est un médicament contre l'acidité gastrique. Ils en remplissent le urètre et quand ils éjaculent, ben, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Alors que c'était un médicament de couleur un peu blanchâtre, un peu comme le sperme. Donc, qu'on appelle le Gaviscon. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ne soyez pas complexés par le volume de votre éjaculation parce qu'il n'y a pas besoin de grande quantité pour que le sperme suffise pour aller faire son travail, c'est-à-dire féconder un ovule. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à chaque fois min nutfa, une goutte c'est suffisant. Il suffit d'un spermatozoïde qui rentre dans l'ovule et qui féconde l'ovule et puis Inch'Allah Allah subhanahu wa ta'ala à partir de ça fait grandir un enfant. Donc il n'y a pas besoin de quantité astronomique. Alors l'odeur et le goût du sperme, l'odeur légèrement chlorée ou ammoniaquée, donc je suppose que vous connaissez bien l'odeur du sperme, parce que quand on était jeune, on avait l'habitude peut-être certaines fois le soir, d'éjaculer dans notre sommeil. Après on a l'odeur, donc on sait bien cette odeur de sperme. Et l'odeur, il faut savoir que ça peut être influencé par l'infection, on peut avoir des infections, à ce moment-là ça sent assez fort, ou bien par certains aliments, ça peut faire changer ou rendre l'odeur du sperme plus fort. Alors, petite histoire, moi j'ai déjà expérimenté cela. Une fois, je m'étais rendu au pèlerinage, donc à la Umrah, et vous savez, à Makkah et à Madina, on a l'opportunité de manger beaucoup de dattes, donc je me nourrissais beaucoup de dattes à ce moment-là, je mangeais des dattes, et puis à un moment donné, donc
il y a eu ce qu'on appelle nocturne ou dans un sommeil, il y a eu un rêve érotique et donc le lendemain, on a l'éjaculation donc sur les sous-vêtements, sur les pantalons et à ce moment-là, j'ai bien senti que l'odeur du sperme était extrêmement forte ou différente d'habitude parce que j'ai consommé. En tout cas, certains aliments peuvent influencer l'odeur du sperme. Alors le goût, bien entendu, je ne suis pas allé goûter, ni mon épouse. Le goût, les personnes qui rapportent le goût du sperme, c'est légèrement salé ou alcalin. Alors, légèrement salé ou alcalin, je ne pourrais pas vous dire ça a quel goût. Mais en tout cas, le goût peut être influencé aussi par l'infection. On peut être infecté, le sperme infecté, à cause d'une infection, ou par les aliments. Alors ça vient selon les témoignages des gens qui pratiquent le sexe oral. Bien entendu, il n'y a pas des scientifiques qui vont aller goûter, il n'y a pas de goûteur de sperme. C'est en faisant des sondages, ceux qui pratiquent le sexe oral, bien entendu la fellation, et les femmes qui vont avaler, ils vont faire un rapport pour dire que je trouve qu'il y a tel goût, etc., etc. Alors la question que vous vous posez tous, certainement, est-ce que c'est halal le sexe oral ou pas? La fellation ou le cunnilingus, est-ce que c'est halal, c'est permis ou pas? La question que vous vous posez. Si vous me mettez 20 commentaires avec cette question, Inch'Allah, je ferai une vidéo sur le sexe oral, bi'idhnillahi ta'ala, à vos commentaires. Alors, le sperme peut avoir certaines anomalies. Donc, on voit quelles sont les anomalies que peut contenir le sperme. Il y a un qu'on appelle l'hémospermie, c'est-à-dire qu'il y a une petite quantité de sang qui est mélangée avec le sperme. Alors, ça, c'est pas très grave, c'est bénin, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Si vraiment il y a une grande quantité de sang, alors à ce moment-là, ça peut relever d'une pathologie ou d'un problème. À ce moment-là, il faut consulter. Si c'est une petite quantité de sang, il n'y a pas de problème théoriquement. Il y a la pyospermie. La pyospermie, c'est lorsque le sperme devient très jaune ou vert, avec une odeur vraiment très prononcée, très marquée. C'est qu'il y a du pus dans le sperme et ça, c'est le signe clair d'une infection. À ce moment-là, pareil, il faut consulter pour traiter l'infection. Il y a l'aspermie. L'aspermie, c'est que le sperme n'est pas du tout présent. Il n'y a pas de sperme. Quelqu'un éjacule, mais il n'y a pas de sperme. Alors, quelle est la cause? La cause, ça peut être une activité sexuelle vraiment très soutenue. C'est-à-dire, il n'y a pas trop de laps de temps entre les différentes éjaculations. Forcément, à un moment donné, il n'y a plus de sperme. Il suffit juste de faire un petit peu d'abstinence, 1, 2, 3 jours pour que ça revienne. Ou bien ça peut être le signe d'une éjaculation rétrograde. Alors c'est quoi une éjaculation rétrograde? C'est que au lieu que le sperme soit expulsé à l'extérieur, le sperme est expulsé vers l'intérieur et remonte vers la vessie. C'est ce qu'on appelle l'éjaculation rétrograde. C'est pour ça que quand on éjacule, il y a l'aspermie, il n'y a pas de sperme. L'hypospermie, c'est d'avoir une faible quantité de sperme, c'est-à-dire moins de 2,5 ml, on va dire 1,5 ml. Alors ça, c'est soit pareil, activité sexuelle assez soutenue, ou bien sinon, éjaculation rétrograde. Et ensuite, il y a l'hyperspermie. Lorsqu'on éjacule 6 ml ou plus de sperme, ça peut relever d'une infection. Ou bien sinon, ça peut être le fait qu'on a eu une période d'abstinence assez longue, 2 mois, 3 mois, etc. Donc, ça fait l'hyperspermie. Donc ça, ce sont les anomalies que peut avoir le sperme. Alors, bien entendu, vous allez me demander comment faire pour augmenter la qualité du sperme et des spermatozoïdes. Eh bien, il n'y a pas photo. Vous voulez augmenter la qualité du sperme, il faut adopter un mode de vie sain. Alimentation, sport, tout ce qui touche à la vie saine, alimentation, sport, stress, etc. Ça va, d'une manière générale, augmenter la qualité du sperme. On va éviter le tabac, l'alcool, les drogues, le diabète, le stress qui vont nuire à la qualité du sperme. Ensuite, pour la qualité des spermatozoïdes, il faut absolument augmenter sa testostérone. La testostérone, c'est l'hormone masculine numéro 1, l'hormone sexuelle masculine numéro 1, et c'est un rôle essentiel sur la sexualité,
sur la vitalité, sur l'énergie, sur la masculinité. D'ailleurs, j'ai fait une formation complète dessus, vous pouvez aller voir sur le site. Mais en tout cas, pour augmenter sa testostérone, il faudra faire du jeûne, donc le jeûne de l'islam ou bien le jeûne intermittent, à vous de voir ce que vous préférez faire. Il faudra augmenter la qualité du sommeil, donc optimiser la qualité du sommeil. 3. Faire de la luminothérapie. Alors c'est un nom pompeux, mais c'est juste pour vous dire que respecter ce qu'on appelle les cycles circadiens. C'est-à-dire que notre corps est réglé sur l'alternance du jour et de la nuit. Quand il fait jour, on a besoin de lumière. Quand il fait nuit, il faut arrêter d'être exposé à la lumière. Donc en fait, essayez de vous exposer le matin à la lumière et lorsqu'arrive le crépuscule, on essaye de limiter les lumières dans la maison, limiter les écrans, ne plus utiliser les écrans, mettre des lumières tamisées, etc. 4. On va essayer de mettre dans notre vie de tous les jours la compétition. Il n'y a plus de compétition d'un jour aussi, la compétition dans les actions de biens, la compétition sportive, la compétition de jeu entre les enfants, notre épouse et nous-mêmes. Mais en tout cas, faire de la compétition, ça permet d'augmenter la testostérone. Et 5, être dans la séduction de sa femme. C'est-à-dire toujours avoir l'envie de séduire. Alors je ne parle pas de séduction haram, de séduction de femme étrangère, je parle avec sa propre femme. Ne jamais croire que la femme est acquise, donc je suis marié, puis c'est bon. De faire un effort tous les jours, d'essayer de reséduire sa femme, ça c'est un moyen d'augmenter la testostérone. D'ailleurs, retenez bien ça, il est plus facile de séduire une autre femme que de séduire une autre fois sa même femme. D'accord? Donc il est plus facile d'aller séduire quelqu'un d'autre que de reséduire la personne à qui on vit. Et c'est ça qui est beaucoup plus juste et c'est ça qu'un homme musulman marié doit rechercher. Je dois essayer de reséduire régulièrement ma femme. Donc avec ça, Inch'Allah, on pourra augmenter la testostérone. Si vous avez aimé cette vidéo, jazakumullahu khayran de liker, commenter et surtout de partager pour être une cause de bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.